La 4, question d'actualité DDTV. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Salut chers téléspectateurs, les amoureux du savoir. Merci d'être venus, merci d'être branchés pour suivre votre émission La 4, question d'actualité. Une émission qui reçoit chaque jour, chaque fois, le professeur Fwamba, l'homme de l'intelligentsia, c'est comme ça que je l'appelle. Il est ici sur plateau, je tourne pour lui dire bonjour. Bonjour, monsieur. Professeur en forme? Oui, ça va. Oui, c'est avec le professeur que nous allons pouvoir décrypter un peu les questions d'actualité afin de pouvoir sortir du fruit qui est digne et comestible pour vous, chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de toutes les questions d'actualité, notamment la nomination du président de CNSA. Nous allons parler de l'affaire procès Katumbi. C'est avec le professeur qu'on va essayer de décrypter, de dépiécer un peu et décortiquer cette actualité. Nous allons aussi prendre en général l'actualité, la réalité socio-politique de notre pays. Le professeur va pouvoir aussi nous expliquer. Ensuite, nous allons chuter avec le piste de solutions en tant que scientifique et professeur d'université, comme je vous l'ai dit au premier numéro. Alors, je m'en vais rapidement attaquer le premier point. Professeur, nous allons parler à présent de la nomination du président de CNSA. Un mot sur cette nomination. Merci pour la parole. Et je salue déjà la question dans le sens de parler des organes au lieu de parler des individus. Et j'ouvre une parenthèse aussi pour essayer de demander à la direction télé et des TV de ne pas trop parler des individus. Les affaires individuelles n'ont pas trop d'influence dans le fonctionnement des institutions du pays. Donc c'est des guéguerres entre des individus qui, à un moment donné, ils étaient ensemble, à un moment donné, ça devient l'un part et l'autre. Et quand ça occupe l'actualité, ça distrait l'esprit. Donc, mais comme je ne suis pas à la direction, je suis un invité, je ne peux pas empêcher la direction de concevoir ces émissions, mais on peut chaque fois essayer d'en parler. Voilà pourquoi je vous ai posé la question sur la nomination du président des 500. Alors si on peut rester logique dans les analyses scientifiques de l'atmosphère politique, la philosophie politique de notre pays, je vous avais dit, je crois que les téléspectateurs qui ont suivi, ils ont entendu ça de ma bouche, je vous avais dit, nous sommes dans une logique d'un parti politique, d'une majorité qui détient le pouvoir jusqu'au-delà du délai et qui l'exerce. C'est cette logique qui téléguide tout ce qui s'est fait dans le pays. Donc il faut que vos téléspectateurs, vos lecteurs, les gens qui vous suivent, comprennent la philosophie de vos émissions parce que vous voulez les éclairer sur les difficultés qu'il y a dans le pays. Okay. Donc le rassemblement n'est plus l'ancien rassemblement. Le rassemblement s'est divisé. À partir du moment où il s'est disloqué, il est en plusieurs morceaux, vous comprenez, nous sommes sur un schéma de la trahison. J'appelle ça l'auto-trahison. Parce que ceux qui ont empêché le rassemblement d'arriver jusqu'au bout, de désigner les délégués, ont cru trahir un autre peuple. Mais ils ont trahi le même peuple. Mais puis, puisqu'ils aussi font partie du même peuple, ils se sont trahis aussi. J'appelle ça l'auto-trahison. Et dans le fonctionnement des institutions, maintenant, tout va fonctionner sur base de auto-trahison, contre-trahison, c'est-à-dire quand ceux qui veulent réagir vont réagir comme s'ils réagissaient contre quelqu'un qui est un étranger, alors qu'il est du pays. Donc l'organe actuel sort d'une trahison, et j'appelle ça l'auto-trahison, parce qu'ils font partie du pays, de la physionomie même du pays. Qu'est-ce que vous appelez auto-trahison, contre-trahison? Voilà, la trahison vient de quoi? Les fils de ce pays ont pris l'habitude de faire mal, de se faire mal, de trahir leur propre pays. Mais puisque c'est vous qui êtes des délégués, comme on appelle, vous êtes de la classe politique, vous êtes les guides, mais quand vous trahissez vous-même, vous faites l'auto-trahison. Et tous qui font le coup contre vous,
Quand j'appelle l'auto-trahison, contre-trahison, ça signifie, moi, je te trahis. Croyant te trahir, je me suis trahi. Parce que l'œuvre à laquelle tu t'es engagé et à laquelle je me suis engagé, c'est l'œuvre commune, l'intérêt supérieur de la nation, le destin commun. Alors, quand ce destin n'a pas de bons leaders, le peuple est trahi. Et qui trahissent le peuple? Ce sont les ressortissants du peuple lui-même. Donc, ils se trahissent eux-mêmes. Et chaque fois que les autres pensent trahir celui qui a trahi, ils font la contre-trahison. Voilà là, théoriquement. Donc, ça veut dire que, quand vous regardez, quand le rassemblement rentre dans une réunion, il ne parvient pas à trouver un compromis. Les Congolais vont dans un dialogue, ils ne trouvent pas un compromis. Ils croient avoir trahi qui? Les uns se sont trahis eux-mêmes. Ils ont fait ce que j'appelle l'auto-trahison, parce qu'ils n'ont trahi que leur propre pays. Et ceux qui ont dit, alors sortons d'ici, partons, ils n'ont fait que contre-trahir, croyant contre-trahir, mais ils se sont auto-trahis aussi. C'est ce que j'appelle l'auto-trahison et la contre-trahison, et qui s'installe dans l'auto-contre-trahison. Voilà, alors dans cette trahison, nous avons un chef. Et voilà, parce qu'il y a un chef qui a été nommé. Donc le rassemblement a été trahi, destitué de sa mission première. Maintenant, nous ne sommes que dans la trahison. Et si nous gardons la logique du fonctionnement régulier des institutions, nous avons un pouvoir entre les mains du président de la République qui continue la logique des nominations. Si vous observez, qui ont créé un consensus autour de Longanko? Ce sont les pseudo-opposants qui sont alliés au pouvoir. Mais pourquoi, professeur, vous les appelez le pseudo-opposant? Mais parce que ce sont des tops, ce sont des personnes qui ont servi le président et qui l'ont trahi en prétendant devenir opposants. Et chaque fois quand le président les rappelle à l'ordre, ils reviennent à la case du départ. Je n'ai pas cité des noms, mais prenez la plupart des partis politiques, vous comprendrez que c'est des partis politiques qui ont été créés pour empêcher l'opposition d'être efficace. Déjà, vous affirmez que ce sont... ce sont les tops du pouvoir. D'autres scientifiques aussi appellent les partis qui alimentent le pouvoir dans l'opposition. Oui, ce sont des partis alimentaires. Donc, ils viennent dans l'opposition, pas pour construire l'opposition. Ils viennent dans l'opposition contre l'opposition. Vous pouvez imaginer que le rassemblement doit se réunir pour sortir un délégué président à la 500 en remplacement du patriarche. Il doit désigner un candidat Premier ministre. Mais au lieu d'arriver à cette conclusion-là, le rassemblement se divise. Non, parce qu'au point de départ, le groupe G7 n'était pas un groupe de l'opposition. Le groupe, tous les partis alimentaires autour du rassemblement, ce n'était pas, donc autour de l'UDPS, ce n'était pas des partis de l'opposition. Ce sont les partis alimentaires du pouvoir qui basculent dans l'opposition pour faire l'opposition contre l'opposition. Ce que j'appelle l'auto-trahison. Alors, professeur, comment expliquer la nomination qui tombe juste le jour où les rassemblements de Félix Tshisekedi, dirigé par le président Félix Tshisekedi. Parlons des branches. Oui, bon, branche. Le rassemblement est parti, voilà. Il est parti. Voilà. D'un seul rassemblement est devenu plusieurs rassemblements. Voilà. Après dislocation, oui. on sent que c'était juste le jour de la clôture du conclave qu'on a pu nommer le président du CNSA. Oui. Comment vous pouvez expliquer cette nuance? Non, mais la théorie de l'auto-trahison vous permet à ceux qui nous suivent de comprendre les choses très simplement. C'est que l'opposition, dans l'opposition, a réussi à diviser l'opposition. Quand l'opposition dans l'opposition a réussi à diviser l'opposition, ce n'est pas un problème du président de la République. Je vous ai dit que la seule institution légitime, c'est le président de la République. Alors, lorsque vous allez à la poursuite du pouvoir, vous dites nous sommes de l'opposition et que vous êtes incapable d'être constant, mais c'est fini. Vous allez trahir la base qu'on appelle le peuple. Le peuple qui est abandonné à son triste sort. Donc, vous voyez, les autres avaient pour mission de faire disparaître le rassemblement. C'est pour cela qu'ils avaient amené une liste de laquelle est sorti le Premier ministre, le premier ministre qui a remplacé le premier gouvernement. Donc il y a au moins deux gouvernements. Parlons en termes de gouvernement, soyons à l'aise pour que les gens nous comprennent. Parce qu'on ne peut pas nous donner la bonne foi si on sent qu'on fait une guerre des individus. Non, on n'a pas besoin de parler des individus. Nous avons eu deux gouvernements. Nous parlons des institutions. Le gouvernement du Congo. Le gouvernement du Congo est entre les mains
d'un Premier ministre le gouvernement de concertation. Il y a eu un gouvernement de concertation bis qui a été réformé. N'est-ce pas? De ce gouvernement est sorti, parce que vous aimez qu'on cite le nom des gens, est sorti un certain nombre de gens, dont le Moïse Katumbi. Il est sorti du gouvernement de Matata Ponyo II. Et pour moi, parler de lui, faire une émission sur lui, je crois que ça n'a pas le même sens que lorsque nous analysons les institutions. Donc, alors tous ceux qui sont partis du gouvernement, Matata Ponyo bis, parce qu'on peut le nommer ici, ne sont pas des opposants au pouvoir de Kabila. Ils ne sont pas des opposants. Et la preuve, c'est qu'ils ont tergiversé pour avoir les noms, le consensus autour des noms. Puisque, professeur, vous parlez de ceux qui étaient des opposants et qui n'étaient plus opposants, alors en sciences, comment vous pouvez expliquer... Mais c'est de la trahison. Quelqu'un qui peut être considéré comme un vrai opposant. Mais le vrai opposant, il est opposé au système. Il ne peut pas être opposé à l'individu. Parce que l'opposition telle qu'elle se présente chez nous, c'est des individus qui expriment une certaine animosité contre, par exemple, contre le président Kabila. Il dit non, moi, il doit partir. J'ai déjà fait une émission sur Paris où j'ai fait voir que l'alternance au pouvoir dans un pays ne se fait pas de cette manière-là. Dès que je m'énerve contre toi, j'ai dit tu dois partir. Non, il y a toute une procédure. Donc il y a une législature qui organise les élections pour qu'à la fin, on organise les élections et on obtienne un nouvel élu. Donc tu ne peux pas, parce que tu es fâché contre moi, de dire je veux partir. Et parce qu'il faut que je dise un mot là-dessus. Maintenant, quand tu me dis, mais ouais, mais on l'a condamné, et puis lui, il est parti, on l'a condamné. Bon, si on est dans le cadre de certains règlements de compte, mais vous voyez qu'on ne peut pas tabler une analyse scientifique sur les règlements de compte. Parce qu'on n'a pas d'éléments fiables pour approuver ce que nous allons avancer. Si nous avançons que le pouvoir règle de compte à Katumbi, nous devons avoir des éléments probants. Et lorsque le pouvoir avance l'argument, il y a eu un jugement et qu'il y a une affaire en cours. Il peut y avoir plus d'arguments crédibles que nous qui allons spéculer. Vous comprenez? Donc scientifiquement, on parle des structures. Pour répondre précisément à votre question, on parle des structures. Le pouvoir s'organise et il a en face de lui une structure opposée. Et cette structure opposée ici au Congo, ce n'est que l'UDPS. Je ne fais pas le défenseur de l'UDPS. Ce n'est que l'UDPS. Voilà les éléments probants qui apparaissent. Pour nommer un Premier ministre, on a pris un ancien de l'UDPS. On considère qu'il est de l'UDPS. Et en la personne du Premier ministre qui a remplacé Matata Ponyo. Sami Badima. On nous dit qu'il est de l'UDPS. Non, c'est un ancien, il avait quitté. Non, mais toute cette spéculation sur quitter ou ne pas quitter, mais au moins il y a un nom qui est recherché derrière. C'est un top de l'UDPS. Et quand on l'a destitué, on a mis qui? On a mis encore Bruno, qui est de l'UDPS. Avoir été chassé ou toutes les spéculations là, scientifiquement on n'en a pas besoin. Ça veut dire que pour le pouvoir, en face de lui, de l'autre côté, il n'y a que l'UDPS. Et si on disperse l'UDPS, il n'y a plus d'opposition. Raison pour laquelle, quand on a pris les éléments de l'UDPS, on a continué les réunions de l'UDPS, non? Vous entendez parler de Badibanga fait des réunions de l'UDPS. Le Bruno fait des réunions de l'UDPS. Il y a même des anciens de l'IDPS qui ont fait des réunions, qui se sont mis ensemble. Voilà. Donc, à la base, pour répondre de manière scientifique, à la base, on recherche à affaiblir l'UDPS. Et quand on dit on, ça devient flou. Mais scientifiquement, ça veut dire que le pouvoir en place, il sait qu'en face de lui, il n'y a que l'UDPS. Et que les autres partis, je te donne un élément scientifique, donc observable, même par des interviews, même par des enquêtes, même par. Donc, observable sur la scène politique de notre pays. Donc, on veut démanteler l'UDPS, parce qu'en dehors de l'UDPS, les autres sont des tops. C'est ma réponse à la question que tu as posée. C'est plus simple. Regardez quand l'opposition était unie. Mais il y a eu des opposants qui sont allés à la cité de Loya. Les opposants sont allés à la cité de Loya. Ça veut dire que pour eux, l'opposition radicale n'est pas une bonne opposition.
il faut se rallier au pouvoir. Et vous avez vu la position de tous les partis qui sont partis à la cité de l'OIA. Pour se repositionner, il fallait revenir au rassemblement, il faut essayer. Donc il faut éviter de parler de... Parce qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de leader chez nous. Moi, je n'ai pas besoin de parler de leader. Et le président de la République doit de temps en temps nous pardonner, comprendre que lui, il représente une institution. Une institution au top, au sommet de l'État. On ne peut pas analyser la systémique de notre pays sans parler de lui. C'est pas contre, c'est comme en tant qu'individu, non. On parle de la nomination du président de CNSA, Joseph Olenga-Nkoy, comme étant une sorte de politique conflictuelle. Oui. Vous, en tant que scientifique, qu'est-ce que vous pouvez... non, les politiques peuvent dire que c'est conflictuel. Pour moi, c'est lui qui a le pouvoir. Je reviens à la réponse que j'avais donnée la fois passée. J'insiste là-dessus pour que les gens comprennent. Oui, c'est lui qui a le pouvoir, il ne faut pas l'empêcher de l'exercer. Il l'exerce, il le conserve. Tant que votre division peut lui permettre de rester au pouvoir, ne le condamnez pas. Nous ne jouons pas son jeu, mais il doit se rendre compte que les analyses que nous faisons n'ont rien à voir avec son pouvoir. Mais c'est la fonctionnalité de l'État qui nous intéresse. Donc, actuellement, l'unique organe qui est légitime, qui a une légalité que j'explique théoriquement, une légalité de crise, justifiée, sa présence au pouvoir justifiée par la crise, c'est le président de la République. Les autres institutions dépendent de lui. Alors, puisque les autres institutions, d'ailleurs, vous le vivez, vous sentez que les gens qui sont au Sénat, ils défendent colonel, le président de la CENI. Ceux qui sont avec la majorité défendent. Est-ce que la CENI a besoin d'être défendue? Non, la CENI a besoin de travailler et son travail va le défendre. Indépendante, son travail va le défendre. Il n'a pas besoin qu'il y ait des gens qui passent à la télé pour le défendre. Non, ça veut dire qu'il y a l'enregistrement. Ça cache quelque chose. Parce que sinon, chaque organe fait son travail, on n'a pas besoin. Le porte-parole du gouvernement parle au nom de la CENI. Porte-parole du Parlement parle au nom de la CENI. Non, mais finalement, qui représente qui? Ceci rime à conclure qu'en réalité, il y a un malaise, et le malaise est créé par le fait qu'il n'y a pas d'opposition en dehors de l'UDPS. Il n'y a pas d'opposition en dehors de l'UDPS. C'est pour cela que pour le pouvoir, s'il a tous les hommes de l'UDPS, il n'y a plus l'opposition. Et qu'il peut continuer à fonctionner. Si on veut rester un peu dans cette logique-là du professeur Fwamba, on pourra dire que c'est ce qui motive le président de l'UMC, l'Union nationale des Congolais, Vital Kamerhe, qui souhaite adhérer au rassemblement ou branche Tshisekedi. Oui, mais il demande déjà son lui, moi je ne peux pas parler de toutes les fois que j'ai fait mes conférences où je donne mes cours et j'ai eu des moments de difficulté. Donc je ne cite pas des individus parce que pour moi, d'un point de vue structurel, nous n'avons pas d'opposition. Mais puisque vous dites que c'est l'UDPS, quand on parle de l'opposition, on voit la structure de l'UDPS qui peut faire face au régime en place. Oui, mais quand les autres viennent, c'est pour flouer toute action de l'opposition. Et les éléments que je viens de donner peuvent permettre aux téléspectateurs de suivre, de comprendre la réalité. Exactement, ça veut dire qu'ils viennent pour prendre, c'est comme des abeilles qui reviennent à la ruche. C'est juste pour sucer et puis sortir, dire voilà, moi je suis une abeille. C'est comme ça. Donc ils viennent, et la preuve, c'est que dès que ce qui a disparu, l'UDPS s'est retrouvé dans combien de morceaux? Quand il était malade, l'UDPS s'est retrouvé dans combien de morceaux? J'aurais voulu que ces analyses que j'ai faites soient faites par les combattants de l'UDPS, qui peuvent avoir la maîtrise des structures de leur parti. Mais moi, parce que je suis scientifique, j'essaie d'organiser la pensée juridique sur le fonctionnement des services publics chez nous. Donc la mise en place des institutions qu'on appelle l'État, avec toutes les institutions infra-étatiques, avec les institutions qui accompagnent le pouvoir central, de manière à assurer la régularité du fonctionnement de l'État dans notre société. Voilà l'objectif de mes recherches. C'est pour ça que j'ai fait une thèse sur la question des services publics. Donc vous êtes spécialiste des questions de services publics, le droit public congolais. Surtout dans des périodes de crise. Oui, le droit public congolais, c'est un droit fondé sur la crise. Et des acteurs qui prennent le pouvoir ne fonctionnent que par la crise. Et je peux raisonner
lorsqu'on a la Cour suprême, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt, j'ai raisonné, j'ai dit à mes concitoyens que l'arrêt là a résolu un problème. Comme dans la crise de notre pays, généralement les gens n'ont pas le courage d'assumer leurs responsabilités. À partir du moment où pour la majorité, il n'y a que le président. S'il n'y a pas président, et si le président en fonction ne continue pas, la majorité ne veut pas marcher avec l'opposition. Donc s'il doit faire des dialogues, discuter, il faut cautionner déjà que le président doit être. Mais en tant que scientifique, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message aux dirigeants de l'UDPS par rapport à tous ces partis qui viennent, si c'est un peu, je dirais, le succès. Mais ils doivent s'organiser. Ils doivent s'organiser. Les partis, le parti qui semble être installé à travers toute la République, c'est l'UDPS, même si les autres tentent de le faire aujourd'hui. L'UDPS avec les anciens palous, je ne sais pas s'ils ont encore les mêmes structures. Donc, ils doivent s'organiser de manière à mobiliser la population pour la juste cause. Mais le combat est fait par tous qui ne sont pas du parti. Ils s'organisent pour démontrer que le parti n'a pas raison d'être aujourd'hui. Et que c'est eux qui ont soutenu le pouvoir. Je crois que vous entendez tous les guéguerres entre vous journalistes, entre des politiciens. Il y en a qui estiment que, et quand vous lisez même sur Facebook, il y en a qui estiment que si on est en difficulté, c'est parce que l'UDPS a vendu sa légitimité. Merci beaucoup, professeur Fwamba. Ça, c'est vraiment l'intelligence que nous avons sur ce plateau de EDTV, une chaîne de la diaspora congolaise. Alors, professeur, parlons de l'affaire procès Katumbi. Je vous ai dit, pour moi, j'ai déjà dit un mot là-dessus. Pour moi, le procès Katumbi est une affaire civile. Je ne vois pas comment elle peut avoir des ramifications en politique. C'est parce que, s'il faut réfléchir, parce que les journalistes, à travers vos questions, on comprend toujours que vous avez un certain souci qu'on doit résoudre, même si ça ne répond pas à la théorie scientifique. Non, c'est pas exactement, vraiment les journalistes, mais ce sont les téléspectateurs que nous voulons qu'ils comprennent exactement. Est-ce que quelqu'un qui sort d'un gouvernement peut devenir un vrai opposant? Si oui, dans l'affirmative, c'est ça le scientifique, dans l'affirmative et dans la négative. Dans l'affirmative, s'il était devenu opposant, pourquoi le procès au moment où il est parti? C'est qu'on lui reproche quelque chose. C'est que ceux qui ont travaillé avec lui reprochent quelque chose. Dans l'affirmative. Parce que dans la négative, si on dit, bon voilà, il peut devenir opposant. Bon, on affirme qu'il peut devenir opposant. Moi, j'hésite. En tant que scientifique, j'hésite. Je lance la balle ici, parce que c'est ça qu'il faut quand même qu'on parle de cette question-là. Oui, moi, je lance la balle à la communauté internationale. C'est une question sensible. Oui, je lance la balle à la communauté internationale, qui a l'habitude, qui aime toujours nous amener des opposants, entre guillemets. Des opposants, entre guillemets. Je n'ai rien contre la personne de Moïse, mais la procédure. Il était dans le gouvernement, dès qu'il sort, c'est tous les journalistes du monde qui parlent de lui. On veut faire de lui un opposant. C'est pour nous emmerder sur le terrain. On veut faire de lui un opposant. Ben oui, on veut faire de lui un opposant. Que... Non, moi je vous ai dit, ma réponse à cette question, il n'y a que la personne concernée et ceux qui le pourchassent qui peuvent confirmer ça. Mais moi je regarde l'atmosphère politique, la scène politique nationale. J'ai dit quelqu'un qui a travaillé. Il est d'ailleurs, en partant du gouvernement, Matata Ponyo, il a trahi sa nation. Comment? Il a trahi sa nation. Ils étaient dans un gouvernement où il devait organiser les élections. C'est le gouvernement qui organise la législature, qui organise les élections. Il avait fait une déclaration disant que lui ne veut pas participer à un régime qui n'est pas animé de la bonne foi d'organiser les élections et d'assurer une alternance pacifique. Où on peut croire à sa bonne foi. Mais quand je prends des éléments, que lorsque le patriarche Tshisekedi a affaibli le pouvoir de Mobutu, mais on ne l'a pas mis au pouvoir. Nos amis européens qui aiment le Congo n'ont pas assuré l'alternance avec l'opposition non armée. Ils nous ont amené une opposition armée avec un cheval de Troie, une alliance de plusieurs nationalités qui est venue
pour mettre Laurent Désiré Kabila au pouvoir, au détriment de l'opposition non armée. Voilà comment moi j'observe ce qui se passe chez nous. Et lorsqu'ils sont allés à Sun City, le patriarche devait être parmi les membres qui devaient gouverner le pays. Mais on a pris Saïd Ngoma qui était venu avec le RCD. On l'a transformé en vice-président de l'opposition non armée. Alors qu'il est venu avec la RCD. Vous voyez comment ça se passe chez nous? On se rafraîchit un peu de mémoire. Oui. Voilà, regardez. Je vois. Mais donc, oui, vous voyez, donc dans le 1+4, ce qui ne s'est pas retrouvé dans 1+4. Parce que son équation personnelle allait déblayer le terrain. Mais on dira que c'est lui-même qui n'a pas voulu participer. Oui. Lui voulait exactement un état de droit où il y aura des élections, qui ne soient pas placées par... Non, il y a eu l'opposition A et l'opposition B du patriarche Mbombo. Il y a eu l'opposition à l'opposition. J'ai fait ces analyses-là dans le cours de droit constitutionnel, deuxième année, ce qu'on appelle le droit constitutionnel congolais, qui est vraiment la base de ma recherche et scientifique. J'analyse ça. Cette séquence filmée-là, ça vous fait voir comment on joue avec le peuple congolais chez nous. Voilà comment on crée le pouvoir de la cité, en dehors du pays, en dehors du peuple, et on l'amène. On crée le pouvoir toujours en dehors. Il y a un article que j'ai fait là-dessus sur Facebook. Donc chaque fois, le quatrième élément, le troisième élément, l'autorité morale est établie à partir de l'extérieur. L'opposition non armée ici, celle de Birindwa, de Kibasa, de tout ça, avec les Tchékédi, ont réussi à affaiblir la dictature. Mais on les a pas mis au pouvoir. La même démarche que le pouvoir actuel. Mobutu a commencé à prendre les Birindwa, à prendre tous les éléments de l'UDPS pour affaiblir l'UDPS. Jusqu'à isoler Tchékédi avec peut-être quelques-uns qui étaient restés fidèles. Voilà, quand vous avez toute cette configuration, vous pouvez comprendre les choses qui se passent chez nous. Donc au moment où Kabila a un gouvernement en place, on ne soutient pas le gouvernement, mais Katumbi sort dit non, on ne veut pas organiser les élections. On était à la 4e année. Vous étiez dans le gouvernement jusqu'à 4 ans. Et vous sortez à une année, est-ce qu'on peut organiser une alternance dans une année quand la législature n'a pas été préparée? Et vous avez vu, malgré ça, quand les élections ont eu lieu, le ministre belge des Affaires étrangères a amené la gerbe de fleurs sur le corps du président, du président de l'UDPS. Mais on l'a appelé président élu. Mais pourquoi les amis là, de la communauté internationale qui aiment le Congo, ils n'ont pas organisé l'alternance avec Tshisekedi s'il avait gagné les élections? Et si vous regardez encore comment les élections se sont faites en 2006, Mbemba est en prison. Est-ce qu'on vous a expliqué comment Mbemba a pu être en prison? Donc, ne vous fiez pas aux déclarations de la communauté internationale lorsqu'on dit voilà, maintenant, Kazumbi est devenu opposant, il a bien géré la Katanga, il peut gérer. Mais dans votre point de vue là, on dira que vous soutenez le régime en place. Excusez-moi, je vais m'expliquer. Oui, c'est très bien, allez-y. C'est l'impression que ça donne. Voilà, le gouvernement en place dit qu'il déplore l'ingérence de la communauté internationale aux affaires interne du pays. Et vous lancez un message qu'il ne faut pas que nous puissions fier à ces... Oui, qu'on ne se fie pas. Oui, mais moi j'ai lancé, c'est une alerte que moi j'ai fait. Le pouvoir, moi je n'ai pas utilisé le mot souveraineté, ingérant, je n'ai pas utilisé ça. Pourquoi? Parce que les faits, j'ai fait de la science politique. Quand j'analyse, j'ai fait de la science politique. Et puis j'ai fait la description des faits sur lesquels j'applique le droit. Donc la science politique, c'est on décrit les faits qui se déroulent dans la société. Ça se déroule parce que ça tend vers le pouvoir. Et l'organisation du pouvoir et son attribution et les compétences correspondantes, c'est le droit qui le fait par des textes. Alors vous voyez la démarche que j'ai faite. Je parle en théorie, en théoricien, je procède par la reconstruction théorique de l'État. J'ai reconstruit la théorie générale de l'État et de ses services. Comment on crée un État? Alors quand j'ai fait la procédure de la création de l'État, j'analyse les faits qui se succèdent de manière à voir comment on arrive à avoir un État malade. Oui. Mais professeur, si vous établissez comment je peux dire, le processus de la création d'un État, on peut déjà sous-entendre que l'État
tel que nous le connaissons, la définition actuelle, n'a pas d'origine africaine. Non, l'État est type occidental. Oui, l'État est type occidental. Ils auront toujours une prédominance sur les affaires internes. Non, ils n'en ont africaines. pas parce que l'État tel qu'ils l'ont créé chez eux. J'ai écrit ça pour ceux qui ont déjà lu. Si les gens qui ne nous ont pas lu, ils peuvent le lire. Ça se trouve sur Facebook. Hormis ce qu'on a dit à l'université. Ce qu'on dit à l'université, on dit aux initiés qui sont à l'université. J'ai rappelé à l'opinion nationale et internationale, tant nationale qu'internationale, les éléments constitutifs de l'État. Les États en Afrique, nous avons un problème. La plupart des éléments ne sont pas constitués. Nous sommes un État simplement parce que la communauté internationale nous a déclaré État. C'est ça le débat. Si tu m'avais lu, c'est ça le débat qu'on pouvait faire pour qu'on se comprenne sur la question. Donc, la communauté internationale estime que nous sommes des États. Et cet élément, c'est un quatrième. Ça s'appelle reconnaissance internationale. Qui est quatrième élément constitutif de l'État. Alors, il y a trois premiers éléments qui posent problème. Nous avons 9 frontières. Et rappelez-vous que nous n'avons pas d'identité. Nous avons 9 frontières. Et tous les peuples qui sont en dehors de nos frontières, il y en a qui tous ils sont des Bantous. Je suis désolé. Ce sont des Bantous. Donc ils peuvent habiter chez nous. Il y en a qui parlent lingala, il y en a qui parlent swahili, il y en a qui parlent nos langues. Ça pose problème pour qu'on ait une population congolaise. Et il y a quelque chose qui se cache derrière parce qu'on n'aime pas recenser le peuple congolais pour lui donner l'identité. Ça veut dire que quand on nous dit faites les élections, on se moque de nous. Alors, on fait des élections de quelle nature? Parce que la population congolaise n'est pas connue, n'est pas identifiée. Premier élément. Et c'est ce premier élément qui constitue ce qu'on appelle les citoyens, les ressortissants d'un pays. C'est la population. Alors, quand cet élément n'est pas identifié, il y a un problème pour avoir un État. Deuxième élément. Le deuxième élément, ce sont nos frontières, le territoire. Territoire, le nôtre, il est sujet à caution, il est envahi par 9 pays voisins. Déjà, le positionnement géopolitique de notre pays, ça pose problème pour que nos frontières telles qu'elles ont été dessinées par Berlin puissent être tangibles. Et quand on défend l'intangibilité, on se manque au fait même du droit. C'est un acquis de droit de déclarer l'intangibilité des frontières. Mais les voisins, ils viennent. Vous connaissez le problème des peuples frontaliers. C'est qu'ils peuvent habiter de part et d'autre. Le problème des Hutus que nous avons dans notre pays. Nous avons les Hutus congolais. Mais les autres tribus du Congo nient aux Hutus congolais l'existence au Congo. On veut qu'ils soient tous rwandais. Est-ce que vous avez déjà compris le conflit de l'Est? Du fait qu'il y avait... Nous allons consacrer... On reviendra là-dessus. Donc nous sommes au troisième élément. Alors au troisième élément, maintenant, c'est l'autorité politique. Là, on parle du pouvoir régalien. Voilà. Maintenant, notre autorité politique est toujours choisie de l'extérieur. Maintenant, on nous a amené Laurent Désiré. Lorsqu'il a voulu nous gouverner, il est parti. Maintenant, on veut nous amener Katumbi contre Kabila. Pour venir sur ce que tu m'as dit, sur ton inquiétude. Tu ne défends pas le pouvoir. Dis non, la construction d'un État, c'est une œuvre du peuple et non de l'extérieur. Donc les Congolais devaient être conscients de cet élément. Je crois que vos émissions peuvent aider les gens à comprendre. Si nous prenons en charge, la communauté internationale ne nous amènera pas un chef comme ça qu'on va fabriquer. Un soir, on fabrique un chef. Parce que nous allons refuser. Nous, peuple congolais. Mais puisque nous sommes dans une débandade telle que nous pensons que les autres peuvent mieux faire pour nous, et on nous dicte des chefs. Alors pour revenir, parce que je voudrais que je donne un élément précis sur cette question-là, qui est une vraie inquiétude. Est-ce que je ne suis pas devenu kabiliste? Parce que certains amis disent non, mais c'est un kabiliste de nouvelle ère. Je dis non, mais la réalité c'est quoi? Pour qu'on puisse organiser une alternance au Congo, mais enfin, mais le pays doit être gouverné. Qui doit organiser l'alternance? Mais c'est le gouvernement en place. Avec une commission des élections, une commission électorale indépendante. Dans le cadre d'un fonctionnement régulier des institutions. Alors quand vous déstabilisez un gouvernement, la preuve, c'est que la législature, la fausse législature du 2011-2016, elle n'a pas été bonne. Parce qu'en 2013, il y a eu une concertation. Parce que tous les jeunes ici qui font ce travail précieux, ils ont droit à ces informations.
Les 2 premières années, 2012-2013, on sent que la crise, parce qu'il n'y a pas eu une vraie élection. Quand il n'y a pas eu une vraie élection, et vous avez vu la preuve, c'est qu'on a mis la gerbe de fleurs sur le président élu, qui a prêté serment à l'imité, et l'autre qui a prêté serment devant la cour. Est-ce que pour une république sérieuse, il peut y avoir 2 présidents qui prêtent serment avec 2 gouvernements différents? Ça signifie qu'à la base... Le président légal et le président légitime. Donc ça signifie qu'à la base, il n'y a rien qui a été fait correctement. Voilà le juriste que vous avez, l'expertise que je vous présente. Alors en analysant la question, je me dis, mais voilà, le problème est parti du fait qu'on a voulu une alternance sans être une alternance, que le prétendu président élu n'a pas gouverné, le prétendu président élu a été embêté pendant toute la législature. La preuve, donc la conséquence, c'est qu'il n'a pas pu organiser les élections. Parce que ses amis là pouvaient lui donner l'argent pour qu'il organise les élections. Donc quand un gouvernement, donc la leçon que je vous donne en réponse à cette impression de soutenir le pouvoir, c'est que quand un gouvernement est instable, il n'organisera jamais une élection. Donc il faut que le gouvernement fonctionne dans le cadre structurel et fonctionnel étatique, selon sa constitution, et pour qu'à la fin, il organise l'élection dans les délais. Quand il est déstabilisé dès le départ, il n'y aura jamais élection. Mais qui déstabilise le pouvoir en fait? J'en arrive. Eux-mêmes se déstabilisent. J'en arrive. La conclusion, elle est simple. Oui. J'en arrive. Moi, je soutiens, et c'est ça la pensée juridique du professeur Fouamba, je soutiens que le Congo est en transition depuis 1960. La transition est permanente. Expliquez-vous. Parce qu'aucune condition de réalisation d'une élection n'a jamais été réunie. Aucune condition de réalisation d'un état de droit n'a jamais été réunie. Aucune condition. Je vous ai montré comment la population pose problème. Elle n'est pas recensée. Donc, nous sommes dans la quête de la mise en place d'une structure étatique, en commençant par les citoyens. Il faut l'identifier. Question non résolue. Le territoire, question non résolue. Mais nous sommes dans le cadre du Berlin. Ce sont des acquis de droit, ils sont fragiles. Nous devons les consolider nous-mêmes. Pour les consolider, nous devons nous battre pour que notre pays soit indépendant et autonome. Merci beaucoup, professeur. On est pressé un peu par rapport au temps qui est consacré à cette émission, oui. la CAT, question d'actualité de EDTV. Oui. Professeur, vous avez eu tout votre temps en train de piécer, de décortiquer les réalités que nous sommes en train de voir dans notre pays. Mais en tant que scientifique, en tant que quelqu'un qui a une école, je rappelle aux téléspectateurs que le professeur que j'ai reçu sur ce plateau a toute une école qu'on appelle le fouambisme. Le fouambisme. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme piste de solution qui pourra peut-être, qui pourra décanter la situation actuelle de notre pays? Donc nous n'avons pas d'État. Il faut une transition. J'ai dit qu'il faut une transition d'au moins équivalent à une législature. 5 ans, au cours desquels aucun individu ne s'appelle de l'opposition. Aucun Congolais ne s'appelle de la majorité. C'est pour ça que j'appelle la classe politique congolaise à un dialogue permanent. Il faut que les prétendus opposants qui étaient avec le président, qui ont quitté, qui sont revenus, que tous qui se réunissent comme un seul homme, qui rencontrent le pouvoir. Et le pouvoir en personne, c'est le président. Chose qui ne sera pas facilement faite. Non, mais si on ne se dépasse pas, on ne va pas réussir. Parce que les voies de sortie, elles sont les voies obligées. Ce sont des voies obligées. Si vous ne passez pas par là, rien ne se réalise. La voie obligée du Congolais, c'est de se réunir en un dialogue permanent. De discuter, de ne pas s'entendre aujourd'hui, de revenir demain, de discuter pour que Professeur, on a eu combien de dialogues? Oui. Il y a eu pas mal de dialogues. Et oui. Les consensus. C'est une très grande réplique, elle est souvent soutenue par beaucoup de Congolais. J'y réponds très simplement. Le problème du Congo, c'est un problème d'hommes d'État. Ceux qui échouent, ce ne sont pas les dialogues. Est-ce que vous savez combien est précieux le résultat de la conférence nationale souveraine? C'était une conférence la plus longue de toute l'Afrique. Il a fait le travail des fourmis, avec des résolutions dans chaque domaine. Mais on n'a pas appliqué ça. Alors on donne tort à la CNS. Prenons même les concertations que le président a fait.
Prenons les anciens conclaves. Ça veut dire que le forum aboutisse. Oui, même Kabila, le père, a été tué parce qu'il a refusé la convention, ce qui avait été fait à Lisbonne, à Lusaka. Regardez, à Gaborone. Non, mais ça veut dire quoi? Au Congo, nous avons un problème. On s'entend aujourd'hui, demain, moi je n'ai pas parlé des tireurs de ficelles. Les tireurs de ficelles, ce sont des analyses que les politiques peuvent faire. Là, c'est dans la politique active. Oui. Moi, scientifique, j'ai dit non. Nous manquons quelque chose. Il nous manque une volonté de réaliser l'État dans notre pays, nous, Congolais. Entendons-nous, dégageons les résolutions, appliquons-les. Regardez la guerre sur l'application de l'accord. Pourquoi dès que l'accord va arriver à la fin et qu'on signe les accords particuliers, le rassemblement a éclaté? Pourquoi? Donc ça veut dire que les Congolais, quand il faut résoudre un problème, ils présentent à la face du monde, ils donnent l'impression d'être des gamins. Mais, professeur, vous avez souligné l'aspect volonté politique. Oui. Par quelle magie, vous en tant que penseur, vous pouvez dire à la classe politique de transformer un peu leur cœur, parce que la volonté, c'est question aussi de cœur, c'est question de consentement. Et par quelle magie on peut transformer mais je donne un premier élément, j'ai dit... Si déjà le cœur est mieux... J'ai dit le premier élément, je demande une transition de 5 ans. Pendant les 5 ans, tout le monde aura passé ministre ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent avoir du pain, non? Pendant une législature, on peut réfléchir ensemble sur le destin de notre pays. Les délais de 6 mois, 8 mois, 12 mois, c'est irréaliste. Et quand on subit les pressions de l'extérieur, on tombe dans une crise qui ne va pas se terminer. Et je vous ai dit, comme élément pertinent de la réponse à cette question-là, c'est que quand les Congolais se réunissent, ils ne doivent pas vouloir arracher un pouvoir entre les mains de quelqu'un par des tricheries. Il n'y a que 2 voies, je vous ai dit. Soit c'est par les négociations pacifiques, on partage le gâteau, soit c'est par la révolution. Mais s'il faut adopter, prenons le cas où on adopte votre vision comme piste de solution, dans cette transition, qui sera qui va chapeauter la transition, qui va diriger cette transition? Mais il y a un pouvoir en place. Il y a un pouvoir en place. Parce que la question qui se pose, la question pertinente en droit, c'est que comment procéder pour destituer un chef? C'est ça la question. Comment on procède pour assurer une alternance en démocratie ou dans un état de droit? Cette question, pour y répondre, il faut avoir un gouvernement qui termine le mandat, qui organise les élections pour assurer l'alternance. Vous comprenez? Donc, au cas où vous trouvez que le gouvernement en place ne veut pas faire des élections, vous faites quoi? Vous qui prétendez aimer votre pays, vous faites quoi? Non. Donc, la voie la plus indiquée, c'est la voie des négociations, la voie pacifique. Qui ne veut pas organiser des élections. Et vous voulez que ces mêmes gouvernements puissent chapeauter la transition. Mais nous allons encore passer de transition en transition et finalement... Oui, mais nous savons déjà combien d'années, mes chers experts qui sont là, des héros dans l'ombre, mais nous avons déjà combien d'années? Nous avons 57 ans. Le pays est entre guillemets indépendant depuis 57 ans. Et le professeur Famba en face de vous, il dit à vous Congolais et Congolaises que vous êtes en transition depuis 57 ans. Parce qu'on ne vous a jamais donné d'identité, on ne vous a jamais, vous n'avez jamais choisi vos chefs. Parce que quand on a mis Kassavou, c'était un chef de compromis politique. Il n'était pas élu. Quand Mobutu est venu, c'était un coup d'État. Mobutu a fait 32 ans. Mosé Laurent Désiré Kabila est venu, il n'était pas élu. Vous êtes en transition depuis que vous existez comme pays, donc n'ayez pas peur de faire 5 ans de transition pour résoudre les problèmes que nous avons identifiés. Voilà, c'était la pensée du professeur Famba. Il dit qu'il ne faut pas avoir peur de passer encore une autre transition si on veut vraiment et réellement sortir notre pays de la crise. Dans la crise. Merci beaucoup, professeur Famba. Ça a été un réel plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. Je rappelle encore nos téléspectateurs que c'est chaque émission de la 4 que nous aurons notre professeur sur ce plateau.
pour éclater à chaque moment le question d'actualité. Oui. Et allant dans le sens de construire notre pays. je pense que vous avez adoré les analyses parce que c'était vraiment des analyses pertinentes. Alors moi je vous dis un grand merci de nous avoir choisis pour vous parvenir à travers cette émission et vous donner ce que vous aviez besoin, les éclaircissements. Je vous promets que la semaine prochaine, nous serons toujours à la même heure sur la même chaîne EDTV, la voix de la diaspora congolaise. Portez-vous bien, à bientôt. Au revoir. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. La 4, question d'actualité DDTV.